Aujourd'hui, à Info 7, en ce 21 février 2025. Une intervenante en travail de rue nous parle de prévention contre le GHB. Retour sur la Journée internationale de la justice sociale. Geneviève Dick nous explique en quoi consiste le regroupement des partenaires en développement social de la Haute-Côte-Nord. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Cette semaine, j'ai rencontré Mme Stéphanie Tremblay, intervenante en travail de rue au Carrefour Solidaire. Je lui ai demandé de venir nous parler d'une drogue maintenant très présente sur notre territoire, le GHB. Allô Stéphanie. Salut Julie. Ça va bien? Ça va bien, merci toi-même. Oui. Toi, tu es intervenante en travail de rue. Oui. Sur la Haute-Côte-Nord, dans le fond. Oui, Haute-Côte-Nord, de Tadoussac à Colombier. Puis vous êtes combien? On est 3 présentement, 3 intervenantes. On a Florence qui est secteur Escoumins, Jessica qui est secteur Forestville et moi qui est un peu plus je vous dirais, plus spécial, genre PSL, hébergement d'urgence. Je me promène un peu dans les 2 places. OK. Puis ça fait quoi exactement une travailleuse de rue? Une intervenante en travail de rue? Oui, l'intervenante en travail de rue, en fait, je vous dirais qu'on touche pas mal à tout, mais notre principale tâche est de raccrocher les gens au système. Surtout. On travaille autant en toxico avec les jeunes. Notre mandat de base est de 12 à 25 ans, mais je vous dirais qu'on touche à peu près à tout. Tu veux dire les gens à la rue? Les sans-abri? Oui. Oui. Les raccrocher même au système, s'ils n'ont pas d'accord d'assurance maladie, histoire de faire le rapport d'impôt, trouver des médecins de famille, les travailleurs sociaux, vraiment essayer de les raccrocher au système pour qu'ils soient en mesure de se reprendre en main pour aller... OK. Aujourd'hui, je t'avais demandé de venir me voir parce que je voulais que tu me parles d'un fléau qu'il y a un peu partout ces temps-ci, qu'on entend parler beaucoup, le GHB. Oui. Qu'on a aussi entendu beaucoup parler par ici. Oui, par ici, mais beaucoup aussi ailleurs. Oui, c'est oui, juste oui. que là, c'est arrivé par ici, effectivement. De plus en plus, il y en a, ça fait longtemps. C'est juste que ça sortait pas, ça restait comme tabou. Mais là, ça a sorti, fait qu'on en profite pour éduquer la population, pour faire un petit peu de... De prévention. Oui, de prévention. Donc, ça se présente sous quelle forme? Principalement, c'est en forme liquide. Tu peux l'avoir en poudre, tu peux l'avoir en comprimé aussi. Mais la plupart du temps, c'est liquide. Je te dirais que ça a une texture un peu savonneuse. Ah. C'est inodore, ça n'a pas de couleur non plus. Ça peut avoir un petit goût salé, mais quand c'est ajouté aux boissons, ça se dissout complètement. Il n'y a plus rien. Donc, c'est comme ça que les gens peuvent en avoir dans leur boisson sans s'en rendre compte. Mm-hmm. Oui, ça se dissout complètement. Puis, tu sais, on me dit aussi qu'ils mettaient ça dans des bouteilles de Purell, là, parce que ça a vraiment comme la consistance, la texture du Purell. Fait que seulement en se lavant les mains? Non, même pas. Ils mettent le GHB dans les bouteilles de Purell qui vident, puis tu sais, t'arrives à côté de ton verre. Puis, OK, je comprends. Puis quelqu'un qui ingère ça oui. va se sentir comment? En petite quantité, ça peut être égal à l'alcool. Un peu les mêmes feelings, mais en grosse quantité, c'est sûr que là, on ne parle plus de la même chose. Il y a de la difficulté à respirer, il y a beaucoup d'étourdissements, il y a des vomissements, perte de conscience, élocution, beaucoup de difficultés aussi à parler, des délires, hallucinations, perte de mémoire. La liste est longue, mais c'est comme en état d'ébriété plus. Puis c'est là que, dans le fond, ils peuvent perdre la carte. Oui. Puis que là, les gens peuvent abuser de cette personne-là. Oui, parce qu'en fait, ça agit sur le système nerveux central du cerveau. OK. Le cerveau en produit une petite quantité quand même déjà à la base. De là que la molécule a été transformée, en fait, par la médecine. À la base, c'est fait pour soigner la narcolepsie, qui est un trouble du sommeil chronique, ou pour, en fait, les blocs opératoires sous forme d'anesthésiant. Oh! Fait qu'en grande quantité, ben, c'est là que ça ramollit le cerveau. OK. Mais en plus grande quantité, ça peut causer vraiment... Ça peut causer la mort, oui. Ça laisse des séquelles aussi cérébrales importantes, là.
Fait que ça peut vraiment être dangereux. Oui. Pour contrer ça, c'est quoi les moyens qu'on peut prendre? Je dirais que le plus grand moyen est d'en parler. C'est sûr que de se mobiliser, d'en parler, de plus en plus, vous allez voir que les établissements vont avoir des affiches, je sais pas, je dis ça comme ça, nous surveillons le GSB, vous prenez garde à vos verres. Fait en sachant qu'il y a des dispositions qui sont mises, c'est sûr que ça coupe l'envie déjà là en partant d'aller mettre du GHB dans les verres, mais surtout le couvre-verre. Les couvre-verres qui vont être prévus à cet effet, on en a un petit peu en notre possession. On espère que ça va rentrer dans notre réduction de méfaits aussi. Il existe des bracelets, des petits bracelets avec des petits points dessus. Tu trempes ton doigt dans ton verre, tu mets ça sur les points. Les points changent de couleur. Tu as les sous-verres aussi, tu as les bandes de test. Tout ça change de couleur quand ton verre a du GHB dedans. Là. Puis en France, ils ont sorti le vernis là, qui s'en vient. C'est comme un top coat, tu trempes ton doigt dans ton verre, puis ton ongle se colore. Intéressant. Il y a des possibilités de tout avoir ces choses-là au Québec? Oui, on est en train de travailler fort du côté du CIS là, pour essayer de nous sortir tout ça à notre effigie là, du travail de rue, vraiment. Là, les sous-verts avec notre petit logo, là, quelque chose, pour essayer d'en distribuer là, le plus possible. Là. Si on trouve quelqu'un sous l'effet du GHB, qu'est-ce qu'on doit faire? Combien de temps ça peut durer, cet effet-là? L'effet est presque instantané. Quand tu es intoxiqué au GHB, est presque instant. Vraiment, en claquant des doigts, ça fait effet. Par contre, le métabolisme le rejette rapidement. On parle d'un 8 heures dans le sang à 12 heures dans les urines. L'endroit où ça reste le plus longtemps, écoute, c'est sur les cheveux. Là. Ça peut durer jusqu'à 10 jours. Mais si on trouve quelqu'un intoxiqué, important de le retirer, de l'emmener aux urgences. Sinon, on appelle le 911, c'est important. Puis, une autre chose, c'est de peut-être conserver le verre, en fait, pour qu'il soit capable d'être analysé, pour voir si c'est vraiment le GHB qu'il y avait à l'intérieur. Mais est-ce que la personne peut être inconsciente? Oui, totalement. Longtemps? Ça dépend du degré d'intoxication. Là. Donc, je te dirais en conclusion, c'est de toujours traîner son verre avec soi, aller chercher nous-mêmes, pas prendre les verres de n'importe qui, ne pas boire dans les verres à personne d'autre, se protéger, mettre les couvre-verres qui vont être à la disposition de plusieurs établissements. On pense qu'on est intoxiqué au GHB, on prend pas de temps, on s'en va à l'urgence, prise de sang, test d'urine. Ensuite, en parler beaucoup, sortir en groupe, jamais rentrer seul. Puis, si vous voulez plus d'informations, on peut toujours rentrer en contact avec les travailleurs de rue. Mais tu sais, Julie, il ne faut pas oublier que, en fait, la première drogue du viol reste quand même l'alcool. Fait qu'en modérant notre alcool, on est encore plus conscient et on fait plus attention à protéger nos verres. Donc, si les gens ont besoin de plus d'informations, ils peuvent directement vous contacter? Oui, directement contacter le service de travail de rue ou au Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. J'ai aussi rencontré Brigitte Boisvert, serveuse au bar Le Black de Forestville, qui nous montre l'utilisation des couvre-verres. Allô, Brigitte. Allô, Julie. Tu es serveuse au bar Le Black hier. Depuis 5 ans, oui, maintenant. La propriétaire a décidé de prendre l'initiative de distribuer des couvre-verres. Bien, certainement, après qu'il y a eu des cas de GHB, on a décidé au bar d'offrir des couvre-verres, dans le fond, à la clientèle, aux clients qui en désirent. Si nous le demandent, on en a quelques-uns de disponibles ici au bar. Tu nous montrer ceux-là que tu as pour le moment? Bien, certainement. Comme ça? Un petit couvre-verre. Dans le fond, celui-là, il est en tissu. Il est réutilisable. Tu peux le laver, tu le mets dans ton portefeuille. Puis partout où tu vas, Et pourquoi c'est important pour vous ici de distribuer ça? Parce que nous autres, le but premier, dans le fond, c'est que nos clients aient du plaisir puis ils s'amusent. C'est pour les protéger, tu sais, c'est pour... que les gens se sentent en sécurité. En sécurité, exactement.
Nous autres, on fait bien notre possible, mais on peut pas tout voir non plus, tu sais. Fait que c'est une sécurité et pour le client et pour tout le monde, dans le fond. Nous autres, tu sais, c'est sûr qu'il t'arrive un cas, c'est plate, là, c'est triste, puis on veut pas ça pantoute. Le 20 février a été décrétée la Journée internationale de la justice sociale sous le thème « Inégalité et droits bafoués, c'est assez ». Pour cette occasion a eu lieu une conférence de presse avec des organismes communautaires de la région, soit Action Chômage Côte-Nord, la Table des groupes populaires de la Côte-Nord et APIC Haute-Côte-Nord, qui ont fait le point sur la présente situation. Tous s'entendent pour dire que la situation présente est sur une pente glissante et ne va pas s'améliorer. On écoute Michel Savard qui nous explique ce que représente cette journée. Tout le monde devrait avoir le droit d'avoir un toit, d'avoir accès à de la nourriture, d'avoir accès à l'éducation de qualité et d'être capable de faire vivre ses familles de façon adéquate. On profite de la Journée internationale de la justice sociale pour dénoncer le glissement qui est en train de se produire au niveau des programmes sociaux, au niveau de l'environnement, où on dirait que c'est devenu moins important que ça l'était. Présentement, ce qu'on voit, c'est plus une course à l'armement, plus qu'une guerre vers le réchauffement climatique. Donc, c'est assez inquiétant. Et nous autres, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment une augmentation de la pauvreté, en fait. La difficulté d'avoir accès à du logement, par exemple, ça s'était jamais vu aussi grave que ça, ne serait-ce que sur la Côte-Nord. C'est clair que le financement ne suit pas. Et on est loin, en fait, du compte, là, parce que toute la charge sociale qui a été transférée vers les organismes communautaires au fil des années, c'est fou. Là. Il faut regarder, là. En tout cas, moi, je peux vous dire que personnellement, je vois des collègues de travail, là, j'aime pas utiliser le terme, mais le plus vite, celui qui me vient le plus rapidement, là, ils tombent au combat. Là. Et c'est des burn-out, c'est des fatigues, c'est des congés de maladie, etc. Parce que c'est des 50, 60, 70, 80 heures par semaine. Là. Puis sans les ressources, donc effectivement, ils sont toujours en train de courir après des solutions, des alternatives, après la miette là, qui va faire la différence. Là. Mais non, la question, le financement n'est pas au rendez-vous. Selon Lynne Sirois d'Action Chômage, cette situation pourrait créer davantage de chômeurs. C'est important chez nous, surtout là, présentement, là, avec le trou noir, qu'on mette en place des mesures là, pour atténuer ce trou noir-là, parce que bientôt, c'est des nouvelles personnes qui vont être en chômage, c'est des nouvelles personnes qui vont vivre la pauvreté. Puis on l'a répété, là, le coût de la vie, là, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que nous, on répète le même message depuis 22 ans, puis on va le répéter aussi longtemps que ce gouvernement-là n'aura pas entendu les besoins qu'on a à vivre en région. Parce que les besoins en région sont peut-être pas les mêmes que les besoins de la ville. Présentement, à Toronto, ça prend moins d'heures pour se qualifier qu'à Forestville. Fait que, écoutez, nous, on demande des explications. Nous, on veut savoir, là, comment il est fait ce calcul-là pour que chez nous, vous dites qu'il y a un boom économique, que ça va tellement bien. Moi, je le vois pas, ce boom économique-là. Je le vois pas. D'année en année, les chiffres le disent. Là. L'hiver, 6 000 chômeurs sur la Côte-Nord. L'été, ça baisse à 1 000. Faites le calcul. Là. Le reste, c'est de l'industrie saisonnière. C'est avec ça que les régions continue à sortir de la crise économique, puis ça va toujours être ça. C'est notre économie chez nous qui est ébranlée par nos voisins du Sud, mais il faut que pour que notre économie soit solide, bien, ça nous prend des mesures pour que les gens puissent vivre 12 mois par année et pas 6 mois par année. Du côté de la PIC Haute-Côte-Nord, on constate la détresse des gens sur le terrain. Je veux dire, les gens, autrement dit, quand on commençait à faire le budget, là, 3-4 ans, à un moment donné, il faut qu'ils reviennent parce que là, soit qu'il y en a un qui tombent sur le chômage ou ils ont perdu leurs emplois, etc. Ils ont de la misère à se trouver d'autres emplois parce qu'ils ne veulent pas aller trop loin non plus, vu que les enfants sont à l'école, alors pas trop payer de garderie, etc. Alors, il faut refaire les budgets, etc. Les accompagner dans ces démarches-là. C'est de leur faire comprendre que, mais c'est pas toujours évident, là.
parce que j'ai beaucoup de personnes, moi, là, qui des familles même qui amènent leurs enfants aussi à mon bureau, puis ça pleure, là, parce qu'ils ne savent plus où s'orienter, etc. Là. Fait qu'on les aide à refaire leur budget, puis voir vraiment qu'est-ce qu'il faut prendre et aussi avoir les meilleures données là, le plus possible là, concernant aussi là, leurs revenus. Là. Nous autres, en tant qu'organismes, là, ça nous fait mal au cœur là, de voir ça. T'sais, on voudrait aider tout le monde. Là. On essaie de, si nous, on n'a pas les ressources pour leur donner toutes les informations, à ce moment-là, on les oriente vers d'autres organismes aussi. Là. Fait que c'est plus complémentaire dans tout ça. Oui. L'avant-midi s'est conclu par un buffet des solidarités où une vingtaine de personnes ont partagé tourtière et pudding chômeur. Madame Geneviève Dick, conseillère au développement des communautés pour la MRC Haute-Côte-Nord, est venue nous expliquer le rôle du regroupement des partenaires en développement social de la Haute-Côte-Nord. Écoutons-la. Salut Geneviève. Bonjour, Julie. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Je t'ai demandé de venir me voir aujourd'hui pour parler d'un regroupement dans lequel tu fais partie. En fait, que je coordonne. Oui, bon, oui. Le regroupement des partenaires en développement social de la Haute-Côte-Nord. Donc, toi, en vrai, ton poste à la MRC... Le titre officiel, c'est conseillère au développement des communautés. Ça, c'est ton poste à la MRC. Ça, c'est ce qui est écrit dans ma signature courriel, effectivement. Donc, mais en même temps, dans ce chapeau-là, rentre un autre chapeau qui est plus en lien avec le regroupement des partenaires en développement social. C'est toute la coordination d'une concertation. Puis, les partenaires en développement social en Haute-Côte-Nord, qui sont-ils? Bien, c'est en gros tous les organismes communautaires du territoire de la Haute-Côte-Nord, aussi ceux de Manicouagan qui desservent le territoire de la Haute-Côte-Nord, les municipalités, des institutions comme le CIS, comme le Centre de services scolaires, comme Service Québec, tous ces partenaires-là. Puis le développement social, là, ça se résume en gros, là, parce que c'est bien compliqué là, si on va ouvrir la définition qui est grande de même, mais c'est comment on fait pour améliorer les conditions de vie de notre monde en Haute-Côte-Nord. C'est ça l'objectif du développement social. Puis tous ces partenaires-là, mais c'est tous les partenaires qui ont un rôle à jouer dans ce travail-là sur notre territoire. Donc, Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On se rencontre, puis ça, c'est la volonté des partenaires de se rencontrer 6 fois par année pendant une journée complète sur différents thèmes. L'année passée, on s'était rencontrés sur le thème de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale avec un panel pour se donner une définition puis une vision de qu'est-ce que ça peut être la lutte contre la pauvreté dans un territoire comme ici. Puis là, en fait, cette année, on est en planification stratégique. L'objectif là, de notre démarche collective, c'est qu'on se donne un plan d'action, une planification, qui ne soit pas juste moi dans mon bureau qui décide qu'est-ce qui est bon pour le milieu, puis qui décide comment les gens devraient travailler, puis qu'est-ce qu'ils devraient faire, de quoi les gens ont besoin. C'est vraiment de rassembler tous ces gens-là autour, pas d'une table, il y en a plusieurs, mais qu'on puisse se dire, OK, où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi notre objectif? Puis c'est pour les 3 prochaines années. Donc, dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'on aimerait avoir réalisé pour améliorer les conditions de vie de notre monde? Puis, qui va faire quoi dans tout ça? Donc, on a déjà amorcé cette planification stratégique. On s'est donné un cadre pour nos échanges, quelques valeurs qui nous tiennent à cœur. Puis, là, on va travailler un peu sur le rôle de ce regroupement-là. Comment il va travailler avec le milieu? Est-ce que ça va être un outil de formation pour les partenaires du milieu? Est-ce que ça va être un endroit où est-ce que les gens se parlent puis montent des projets ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Fait que c'est un peu ça qu'on va travailler le 25 février prochain, qui est notre prochaine étape de planification. OK. Ça, comme tu dis, ça s'échelonne sur toute l'année jusqu'à l'automne 2025. Oui. Donc, l'objectif, ça va être de se donner une planification stratégique, puis après ça, de se donner une structure de gouvernance sur qui fait quoi dans tout ça. Comment qu'on décide ensemble qui prend en main la coordination de tel comité de travail, par exemple. Puis qui doit faire circuler l'information, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, à l'automne, ça va être plus la gouvernance. Puis jusqu'en mai, c'est vraiment la planification comme telle. C'est quoi notre plan de match pour les 3 prochaines années? Ça va être un plan que vous allez garder durant 3 ans. Ça va être un plan triennal, en fait. Oui, jusqu'en 2028. Donc, le regroupement, en ce moment, dans ses activités de concertation,
Il est soutenu par la Fondation Lucie-André Chagnon à travers une concertation régionale qui s'appelait la Table Santé Qualité de vie, qui a changé de nom tout dernièrement pour être le collectif de développement social de la Côte-Nord. Donc ça, c'est une table régionale qui regroupe là, beaucoup des partenaires que j'ai cités, mais à l'échelle plus régionale. Puis, dans les 6 MRC de la Côte-Nord, il y a une table des partenaires en développement social qui travaille justement plus au niveau terrain, à développer des projets, puis à réaliser des actions. Ça peut être pour la promotion de la santé mentale positive, par exemple, ou ça peut être, dans notre cas, les priorités qui avaient été identifiées dans la dernière planif, c'était sécurité alimentaire, soutien aux familles. On avait identifié le logement comme étant une préoccupation. Après ça, comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser des actions, parce que c'est tellement gros. À notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, au niveau du transport aussi, il y a beaucoup de besoins dans notre milieu. On a un grand territoire, pas beaucoup de population. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation sans nécessairement avoir tous les outils pour régler le problème, là? Donc, avec tous les acteurs qu'on a autour de la table, c'est de se pencher sur qui peut faire quoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aussi. Fait que là, on ne sait pas quelles vont être les priorités pour la prochaine planification. Ça se peut que ça ressemble à la même chose, mais on ne sait pas. On est en travail là-dessus. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des points qui reviennent. Bien, d'année en année. Les besoins dans le milieu, ben des fois, ils sont pas réglés. Fait que, ils reviennent. Oui, c'est sûr. Oui. Justement, le 25 février prochain, on est accompagné par des consultants qui s'appellent Communagir, qui accompagnent beaucoup de démarches collectives de ce type-là au Québec, pour nous aider justement à réfléchir ensemble. Et jusqu'à maintenant, ils nous ont accompagnés un peu à distance. Donc, on travaillait avec un comité de pilotage qui regroupe les organisatrices communautaires du CIS, deux acteurs, là, une personne de ressources par enfant, l'organisme famille du secteur ouest, puis une personne d'un organisme de Forestville, donc du Centre des femmes de Forestville, puis le coordonnateur de la TROC CDC régionale. Donc la TROC, c'est la table régionale des organismes communautaires, qui est maintenant aussi Corporation de développement communautaire de la Côte-Nord. Donc avec tout ce monde-là, on travaille justement à identifier où est-ce qu'on veut s'en aller, c'est quoi les besoins, c'est quoi les spécificités de notre territoire. Puis Communagir nous aide à développer des ateliers, puis à travailler un peu avec nos partenaires sur justement où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on souhaite. Mais là, Communagir vont être là sur place et c'est eux qui animent les ateliers pour toute la journée. Déjà, le rôle du regroupement des partenaires en développement social, c'est beaucoup du réseautage. Donc, on sait qu'on est sur des grandes distances, qu'on travaille des fois un peu plus en silo, mais depuis 3 ans, avec ces rencontres-là, les gens se rencontrent, créent des liens. Il y a maintenant de plus en plus d'organismes de Manicouagan qui viennent à ces rencontres-là justement pour réseauter avec des partenaires du territoire. Il y a justement une meilleure connaissance du rôle de chaque organisme, donc une meilleure compréhension de « Ah, ben moi, je ferai peut-être pas ce service-là, il y a quelqu'un d'autre qui le fait déjà. » Donc, on évite un peu le dédoublement. Des fois, il y a des travaux plus collectifs. Donc, on fait un projet, puis il y a plusieurs partenaires qui se mettent autour pour dire « Écoute, moi, je vais faire cette partie-là, moi, je vais contribuer financièrement ici, puis on va peut-être réaliser ce projet-là. » Justement, il y a de la formation. L'année passée, on a fait, lors du 23 janvier, là, le panel. Bien, l'idée, c'était de se nourrir, puis de mieux comprendre comment la pauvreté en milieu rural, ça peut se traduire pour être en mesure de mieux répondre aux besoins. Puis, des fois aussi, il y a des dossiers qui ressortent. On parle de transport, on parle de logement. Comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour mieux informer nos politiques, mieux informer les élus de la réalité des besoins du milieu en se mettant ensemble puis en créant une vision 360, mais c'est plus facile après ça de la communiquer. Donc, c'est un peu dans les différents rôles là, qu'on pourrait avoir. Fait qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant là, dans ce qu'on souhaite faire dans les 3 prochaines années. Geneviève, est-ce que c'est tout le monde qui peut aller à ces rencontres-là? Bien, pas à toutes les rencontres. Je dirais que en ce moment, la prochaine rencontre, le 25 février, ça va être plus spécifiquement les partenaires, organismes, donc les organismes communautaires, les municipalités, les institutions. Ça se peut qu'il y ait des citoyens engagés qui souhaitent participer. Ils sont toujours bienvenus.
Cependant, ça se peut qu'on ait un jargon que c'est pas tout le monde qui va comprendre. Fait que peut-être à cette rencontre-là, c'est moins les citoyens en général, mais il y a des rencontres où est-ce que tout le monde est invité. En octobre dernier, par exemple, on a eu une rencontre à Forestville où est-ce qu'on avait des ateliers de sensibilisation aux réalités autochtones qui ont été offerts, puis c'était invité, toute la population était invitée. Fait que régulièrement, même chose pour la journée sur la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, périodiquement, on a des rencontres qui sont ouvertes à tout le monde. Puis, de plus en plus, on souhaite impliquer les citoyens, la population plus largement dans ces réflexions-là, puis dans les actions qu'on souhaite poser collectivement. Donc, pour cette rencontre-là, les gens sont invités, mais ça se peut que ça soit pas trop recommandé, pas trop facile pour tout le monde de comprendre tout, mais éventuellement, ça va être de façon plus large, là, oui. Puis pour certaines rencontres aussi. Je pense que ça fait le tour. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Puis, si jamais vous avez d'autres questions ou que vous voulez explorer des thématiques qui sont en lien avec le développement social, ça va me faire un plaisir de venir en jaser. Merci beaucoup, Geneviève. Sa sainteté, le pape François, a accepté la renonciation de Monseigneur Jean-Pierre Blais, évêque de Bécomo, et a nommé pour lui succéder le père Pierre Charland, actuellement ministre provincial de la province franciscaine du Saint-Esprit au Canada. Conformément au Code de droit canonique, un évêque diocésain ayant atteint l'âge de 75 ans est prié de présenter sa démission de sa charge au souverain pontife qui en dispose après avoir examiné l'ensemble des circonstances. Né le 20 décembre 1962 à North Bay en Ontario, Monseigneur Charland a fait sa première profession de vœux au sein de l'Ordre des Frères mineurs en 1991 à La Chute, au Québec, et sa profession perpétuelle le 12 mai 1996. Il a été ordonné diacre le 7 octobre 2011 à la paroisse Saint-François d'Assise à Montréal. Le 22 juin 2012, il a été ordonné prêtre à la chapelle franciscaine de Montréal par Monseigneur Christian Lépine. Le diocèse de Bécomo compte 22 prêtres diocésains, 8 prêtres membres d'instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, 5 religieuses appartenant à des instituts de vie consacrée, 6 diacres permanents et 4 agents pastoraux laïques, au service d'une population catholique de plus de 85 000 fidèles répartis dans 55 paroisses et missions. Monseigneur Pierre Charland viendra bientôt faire une tournée afin de rencontrer les paroissiens. Nous vous tiendrons au courant de ces passages dans vos paroisses. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord tient à informer la population que les visites sont présentement restreintes au département d'hospitalisation, donc au 3e étage, de l'hôpital Le Royer de Bécomo en raison d'une éclosion de gastro-entérite et de virus respiratoires. Cette mesure vise à protéger les usagers, le personnel et la population. Nous demandons aux visiteurs de ne pas se présenter si ce n'est pas requis. Notez que les proches aidants demeurent admis. Une nouvelle communication sera diffusée dès que cette restriction sera levée. Nous vous rappelons que le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique demeure le meilleur moyen de prévenir la transmission de virus respiratoires et de la gastro-entérite. Si votre état ou celui d'un proche vous préoccupe et que vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez contacter en tout temps le service InfoSanté au numéro 811. En séance ordinaire le 18 février 2025, la MRC de la Haute-Côte-Nord a octroyé plus de 300 000 $ en soutien à divers projets. Une somme de 74 290 $ est répartie entre Celle Saint-Laurent pour 20 000 $ et Boissaco, 54 290 $ dans le cadre de l'entente sectorielle de soutien en développement économique de la MRC Haute-Côte-Nord. Le reste sera réparti entre les municipalités pour divers projets. N'oubliez pas, dimanche le 23 février, le bingo TVR7 qui vous offre 2 850 $ en prix. Les carnets sont au prix de 13 $, Bonanza à 3 $ et le tout en vente chez tous les marchands habituels. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.